vous remercie, Madame la Directrice, et je remercie évidemment l'ILERI pour accueillir ce colloque, ce moment de réflexion sur un sujet qui, je pense, est stratégique pour notre pays, pour la France. Je voudrais remercier aussi le cluster polaire français et ses cofondateurs Miko Mered et Olivier Dobels. Et je voudrais remercier, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est Jérémy Kalinski, si je n'écorche pas son nom, consultant stagiaire au sein du groupe Polarisk, étudiant en Master 2, ici à l'ILERI, qui a participé à organiser ce colloque. Je voudrais d'abord vous dire, partager avec vous un sentiment qui va contre, et je le dis parce que vous êtes ici des étudiants, vous êtes jeunes, qui va contre ce que l'on entend en permanence, avec une jeunesse des cerveaux qui fuirait la France, et avec un discours qui culpabilise en permanence tous nos jeunes compatriotes qui sont décidés à partir conquérir le monde. Je voudrais insister sur ce point avant de parler précisément du sujet, parce que je crois qu'au contraire, une des principales chances de la France de peser dans le monde d'aujourd'hui et dans les années qui viennent, c'est au contraire de s'appuyer sur cette jeunesse conquérante. Et qu'aujourd'hui, les jeunes savent parfaitement que leur avenir est pluriel, qu'ils vont avoir plusieurs métiers, qu'ils vont sans doute travailler à un moment ou à un autre dans plusieurs pays, et ils n'ont pas peur. Et si vous, dans cet institut, vous aviez peur, ce serait inquiétant, mais ils n'ont pas peur de conquérir ce monde. Alors que le discours ambiant des hommes et des femmes politiques, souvent malheureusement des entrepreneurs, il est de se consacrer uniquement à l'Hexagone. Surtout, tout ce qui est en dehors des frontières de la France, il faut se méfier. L'Europe, n'en parlons pas, c'est terrible l'Europe. Et alors si on dépasse l'Europe et qu'on regarde plus loin, vraiment, c'est trahir la France que d'aller dans le monde entier porter ce que vous avez appris ici dans vos écoles, votre culture, vos savoir-faire, nos savoir-faire. Voilà, je voulais vraiment vous dire ce mot d'introduction parce que, vous savez, je vois tellement dans cette circonscription Amérique du Nord qui est devenue, après l'Europe maintenant, le premier territoire en nombre de Français en dehors de France, avec une croissance permanente, avec beaucoup de jeunes Français qui viennent au Canada ou aux États-Unis. Et la jeunesse que je rencontre, ce n'est pas une jeunesse qui fuit la France, c'est une jeunesse qui aime la France. Et il faut sortir de cette caricature. Alors que les chefs d'État sont réunis à New York pour le sommet climat de l'ONU, en espérant trouver un accord, l'Arctique, qui est aujourd'hui l'une des victimes du réchauffement climatique, fait l'objet de toutes les attentions, même si pour beaucoup de nos concitoyens, ça n'est qu'un espace de banquise peuplé d'ours blancs et de ressources naturelles, peu connaissent les chiffres. On en parlait tout à l'heure. Première réserve mondiale d'uranium, seconde réserve mondiale de terres rares, l'Arctique représente 13% des réserves conventionnelles de pétrole, 30% de celles de gaz naturel, non encore découvertes dans le monde. Et au total, l'Arctique, c'est plus du quart des réserves totales d'hydrocarbures mondiales, si on ajoute les gaz et pétrole de schiste. Le Grand Nord fournit déjà environ 10% du brut, 25% du gaz mondial, environ 20% du gaz qui est consommé en Europe. Tous secteurs confondus de l'Alaska au Kamtchatka sont plus de 600 milliards de dollars d'investissement sur 20 ans qui ont été annoncés depuis quelques années, depuis 2010. Ces potentiels économiques attirent toutes les convoitises, alors qu'il existe plusieurs dizaines d'accords bilatéraux, tant pour les zones de libre-échange, de libre circulation des personnes, ou des garanties sur les investissements internationaux. Pour les voies navigables, un code polaire sera adopté en novembre par l'Organisation maritime internationale. Ainsi, tous les pays dits arctiques et nombreux non-arctiques, comme le nôtre, recèlent des projets afin d'être prêts pour cette aventure des nouveaux chantiers polaires qui sont à l'horizon.
Dans ce cadre-là, la position de la France est toute particulière. La France, on ne le dit pas suffisamment, et dans les politiques publiques, on voit bien à quel point c'est sous-estimé, est la deuxième puissance maritime. Elle bénéficie de 2 stations scientifiques en Arctique. Nous pouvons nous appuyer sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je ne sais pas si un certain nombre d'entre vous ont eu la chance de poser les pieds sur cette terre, mais ces Français du bout du monde, comme on les appelle, sont aujourd'hui des Français dont la France devrait faire des cibles privilégiées de nos investissements. Parce qu'aujourd'hui, c'est une chance formidable d'avoir dans cette région une terre avancée. De la même façon, le potentiel est absolument immense comme base arrière des futurs développements dans l'Arctique américain et au Groenland. L'émergence d'un nouveau passage maritime au nord-ouest positionne nos îles de façon stratégique. En 2013 et 2014, des navires cargo sont parvenus à travers ce passage ralliant le Pacifique à l'Atlantique, des passages tests qui préfigurent un développement du passage du nord-ouest, mais aussi du Arctic Bridge, reliant l'Amérique du Nord et l'Europe du Nord. L'État américain du Maine se positionne en ce sens, ainsi que toutes les provinces atlantiques du Canada, et ce, à l'heure du traité de libre-échange avec l'Europe. Le potentiel est monumental. Toutefois, le passage par les routes arctiques fait gagner beaucoup de temps, comparé au passage par les canaux de Panama ou de Suez, mais présente une série d'inconvénients non négligeables. Réduction imposée de la vitesse en raison des glaces, difficultés en matière d'accès aux secours, risque de retard liés aux aléas climatiques, contraintes et coûts de construction de navires résistants avec des coques renforcées, primes d'assurance plus élevées, équipage expérimenté, absence de port. On voit évidemment les handicaps. Mais ces inconvénients sont actuellement en phase de modélisation par une variété d'acteurs publics et privés dans plus de 20 pays arctiques comme non arctiques. La volonté de viabilisation de ces routes est manifeste. Les solutions technologiques sont actuellement en développement. Et en la matière, nos partenaires européens sont déjà en train de prendre une avance considérable. Les Danois, les Finlandais, mais aussi les Allemands, les Anglais, les Italiens, nos voisins y croient. La France doit, elle aussi, y croire. C'est pour ça que c'est important de partager ici, avec vous tous, qui avez en tête de construire votre avenir à l'international. Le passage du nord-ouest réduirait le chemin de Rotterdam à Seattle de 2000 minutes, soit 25% de moins que par le canal de Panama. Le Arctic Bridge connecterait les mines du Grand Nord à l'Europe via la mer du Groenland. L'essor du tourisme maritime dans la région est aussi un très fort levier de croissance. Saint-Pierre-et-Miquelon pourrait alors devenir un hub portuaire, projet privé qui est actuellement en cours de construction, non pas de construction physique, mais d'élaboration. J'ai eu l'occasion de voir des partenaires qui aujourd'hui investissent. À l'entrée du golfe Saint-Laurent, ils pourraient bénéficier du plan Grand Nord du Québec, qui est en passe d'être réactivé, avec 80 milliards de dollars d'investissement sur 25 ans. Cela dit, les concurrents sont déjà nombreux, Portland, Halifax, Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Il va falloir se démarquer, Saint-Pierre-et-Miquelon, pour capter ces nouveaux marchés, va devoir adopter une attitude originale. Et que le cluster polaire français publiera une stratégie économique pour Saint-Pierre-et-Miquelon en janvier prochain est une excellente nouvelle pour la France et pour ce développement de l'Arctique. Comme je l'écrivais dans mon premier livre, Le mieux est l'ami du bien, l'outre-mer fait de nous une puissance maritime de premier plan. Et les territoires doivent devenir, c'est le terme que j'employais et que j'emploie devant vous aujourd'hui, des porte-avions de la France. Force projetée, force réceptionnée à travers les politiques régionales. Trop souvent, notre outre-mer n'est calculé
que dans une logique verticale, les rapports entre ces territoires et l'Hexagone. Or, aujourd'hui, avec la mondialisation, la France doit investir massivement dans ces territoires à travers des politiques régionales de développement, créatrices d'emplois, de développement évidemment pour ces terres, mais de développement pour notre pays. J'avais d'ailleurs proposé dans ce livre la création de pôles d'attractivité dans chacun de nos territoires. Un pôle sur l'Arctique pourrait être initié à Saint-Pierre-et-Miquelon. Aujourd'hui, nous connaissons tous les potentiels de cette zone, qui seront sans nul doute décuplés avec la ratification de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Les enjeux environnementaux et économiques sont majeurs. Et pour une fois, nous pouvons anticiper un gisement de croissance dans le respect de l'environnement, mais pour cela, il faut s'y préparer. Il faut travailler, il faut réfléchir, il faut rassembler des chercheurs, des scientifiques, des politiques, des gens qui croient à ce gisement de développement pour l'avenir. Depuis des décennies, nos scientifiques travaillent. D'ailleurs, la France possède une expertise polaire sans commune mesure comparée aux autres mastodontes de l'Arctique, mais elle ne parvient pas à capitaliser en termes de nombre de publications, de captation de financement ou de taux de transformation de recherche fondamentale ou d'innovation en innovation commercialisable. La France possède un territoire subarctique, Saint-Pierre-et-Miquelon, mais aussi de nombreuses îles subantarctiques et 2 stations sur le continent antarctique, dont une en terre Adélie. L'Allemagne, qui n'a pas même de territoire subarctique, est pourtant devant nous sur les 3 plans, parce que sa filière polaire est bien organisée. Je pourrais vous parler de la même façon d'une autre filière, la forêt, où notre pays est déficitaire sur la filière bois, alors même que nous avons une forêt beaucoup plus importante que la forêt allemande, qui eux sont excédentaires. Donc on doit travailler avec les acteurs économiques, les scientifiques, pour essayer de déterminer des politiques qui nous permettent, avec le potentiel extraordinaire que nous avons, de créer de la croissance pour la France, pour aujourd'hui et pour les générations futures. Nous devrons faire face évidemment à des géants comme les États-Unis, comme le Canada, comme la Chine, comme la Russie, et l'initiative du cluster polaire doit être l'élément moteur de cette préparation. Les hommes et les matériels devront être prêts dans 10 ans. Il faut donc anticiper pour prendre un avantage stratégique, que ce soit en matière de construction, de navires adaptés, de vêtements, de sécurité, des infrastructures, de matériaux innovants, de biotechnologie. À côté de l'économie bleue, dont je suis un fervent partisan depuis de nombreuses années, mais où la France n'a toujours pas trouvé la place qui lui revient, faute de compréhension des enjeux stratégiques de la part de nombreux acteurs, il faut en parallèle lancer la filière des Polartech. Bien sûr, elle ne pourra évoluer que si nous concilions enjeux climatiques et enjeux environnementaux avec les enjeux économiques. Votre présence ici témoigne de votre appétence à comprendre ces enjeux. Comme député des Français établis en Amérique du Nord, évidemment, ces sujets qui, vous l'avez compris, me passionnent depuis de nombreuses années, sont aujourd'hui au cœur de la stratégie que j'essaye de bâtir avec non seulement nos compatriotes qui vivent dans les pays voisins de ces territoires d'outre-mer, mais avec les Français qui vivent dans ces territoires d'outre-mer. Je sais que le cluster polaire français possède des liens forts en Alaska, par exemple, et même si bon nombre d'entre vous sont déjà en réseau avec les Français d'Amérique du Nord, je remercie Nico Méret pour cela, je vous propose, si vous le souhaitez, de créer des ponts entre nos compatriotes sur ce continent qui s'impliquent sur ces questions, ou qui pourraient être intéressés à s'impliquer sur ces questions, et avec vous-même. En tant que législateur, si vous considérez aujourd'hui qu'il faut modifier notre législation, l'adapter, afin d'être prêt à relever ces défis, je serai votre soutien à l'Assemblée nationale. Parce que je pense qu'il serait utile de bâtir, et ceux d'entre vous
qui se passionnent pour ces sujets et qui aimeraient travailler ensuite sur ces questions, de bâtir une proposition de résolution que nous pourrions déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale. Mais pas comme on a l'habitude de rédiger souvent ces textes, c'est-à-dire avec des experts qui, sans être confrontés à la réalité, bâtissent une stratégie ou des propositions de modification législative. Mais au contraire, avec des acteurs, avec des gens qui sont dans cette réalité et qui, aujourd'hui, veulent voir réussir une politique qui peut faire rêver, qui voit se développer les reportages à la télévision, dans les magazines, mais qui malheureusement souffre cruellement d'une stratégie et d'un axe prioritaire dans les politiques publiques dans notre pays. Et ça ne date pas d'il y a 2 ans, comprenez-moi, ce n'est pas une critique de tel ou tel, ce que je suis en train de dire. C'est au contraire la nécessité, au-delà d'ailleurs des appartenances politiques des uns et des autres, de regarder à quel point cet enjeu-là peut être stratégique pour la France d'aujourd'hui et la France de demain. Pour conclure, je voudrais souligner combien il est utile en matière de développement économique d'anticiper pour pouvoir répondre à temps aux enjeux qui s'offrent à nous, à la France, au peuple français. Et ce n'est pas anecdotique que, Madame la Directrice, vous ayez pris l'initiative, avec un certain nombre de spécialistes, de consacrer une journée entière de travail avec les étudiants sur un sujet dont j'espère qu'il fera des petits ici, parce que trop souvent, on ne voit ces enjeux que comme des rêves pour l'avenir, alors que moi je vois à quel point, parce que je suis plongé dans cette réalité, notamment avec les acteurs américains, notamment ou canadiens, combien pour eux c'est le quotidien de construire des politiques ambitieuses en la matière. Et si vous permettez, je voudrais juste faire une comparaison avec d'autres types de politiques publiques. J'ai évoqué tout à l'heure la forêt. Mais il y a une ville, je le racontais tout à l'heure, aux États-Unis, qui à un moment s'est posé la question de savoir comment est-ce que je vais être sur la carte mondiale. Et il y a un maire qui a été visionnaire, c'est la ville d'Atlanta, et il a décidé un jour de faire le plus grand aéroport du monde. Et le jour où il a pris cette décision, il a, pour les décennies qui suivaient, inscrit Atlanta sur la carte du monde et sur le dynamisme du développement économique. Eh bien moi j'aimerais qu'aujourd'hui nous ayons, nous au sens large, gouvernants, législateurs, cette même vision et que nous inscrivions comme priorité l'Arctique sur la carte des politiques publiques que doit mener la France pour l'avenir. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je le fais avec, comme vous l'avez compris, beaucoup de conviction. Aucun d'entre vous, pour le moment, peut-être que certains deviendront mes électeurs, si certains d'entre vous décident de venir s'installer au Canada ou aux États-Unis. Il y en a quelques-uns, évidemment, qui sont ici, mais très peu. Donc vous avez compris que c'est pas... Je viens vraiment partager ça avec vous, parce que je pense que pour la France, c'est un enjeu majeur. Et je termine juste d'un mot. Vous êtes jeunes, ne vous laissez pas culpabiliser sur l'envie, la volonté d'aller voir loin. Au contraire, c'est un atout. Et je voudrais même terminer en disant que vous avez la chance, parce que quand on est dans une grande école, quand on est à l'université, aujourd'hui, le système permet de faire des stages, d'avoir des expériences à l'étranger. Et je pense que notre pays réussira le jour où on mettra la même énergie et le même investissement pour permettre à des jeunes qui sont dans des cités, qui n'ont pas nécessairement eu la chance de pouvoir faire des études supérieures, mais qui à travers l'apprentissage ou d'autres axes de formation puissent sortir de cet environnement
s'ouvrir au monde, parce que je rencontre si souvent dans mes déplacements, à Montréal ou ailleurs, des jeunes qui viennent des quartiers nord de Marseille, qui viennent du 93, qui étaient au bord de la délinquance, en France, et qui sont fiers de porter le drapeau français au Canada, au Québec, aux États-Unis, qui entreprennent, qui ont la chance de réussir. Et donc il faut saisir cette chance. Vous, la jeunesse de France. Merci beaucoup. Bravo.